Le gala annuel du musée d'art contemporain battait son plein, une mer de soie et de diamants ondulant sous les immenses lustres de cristal. L'air vibrait du murmure des conversations feutrées et du tintement des coupes de champagne. Au centre de l'attention, comme toujours, se tenait Arthur, le magnat de la tech dont la fortune s'était construite aussi vite que sa réputation d'homme impitoyable. Il était dans son élément, un roi dans sa cour, entouré d'investisseurs suspendus à ses lèvres, riant de ses plaisanteries avec un peu trop d'empressement. C'est alors qu'il l'aperçut. De l'autre côté de la salle, sa femme, Hélène, discutait tranquillement avec un vieux conservateur. Un pli de mécontentement creusa son front. Il s'excusa d'un geste sec auprès de son auditoire et se mit à fendre la foule, son pas rapide et déterminé ne laissant aucun doute sur ses intentions. Chaque personne qu'il bousculait se retournait, sentant la tension monter. Il n'était pas un homme qui se déplaçait pour une simple salutation, il se déplaçait pour affirmer son contrôle. Et ce soir, quelque chose dans l'apparence d'Hélène avait visiblement déclenché son courroux. Le silence se fit sur son passage, comme une onde de choc précédant l'orage. Il arriva devant elle sans un mot, son regard glacial balayant sa silhouette de haut en bas. Il ne lui laissa pas le temps de réagir. Sa main se referma sur son bras, ses doigts s'enfonçant dans la chair avec une force contenue mais brutale. Le sourire du conservateur s'effaça, remplacé par une expression de gêne profonde. Penché vers Hélène, Arthur siffla, sa voix un murmure venimeux, mais suffisamment audible pour que le cercle d'invités le plus proche puisse entendre chaque syllabe. « Tu plaisantes, j'espère, avec cette robe. On dirait que tu sors d'une chaîne de prêt-à-porter. De grâce, évite de me ridiculiser devant des gens importants. » La phrase tomba comme un couperet dans le silence suspendu. Bérénice, une rivale mondaine qui se tenait à proximité, esquissa un sourire cruel, savourant l'humiliation. Les autres détournèrent le regard, un mélange de pitié et de mépris dans les yeux. Puis, aussi vite qu'il était venu, il la lâcha et lui tourna le dos, la laissant seule, isolée au milieu du salon, le poids de centaines de regards posés sur elle. L'humiliation était publique, calculée et totale. Il venait de la réduire à un accessoire défaillant, une erreur de goût dans sa soirée parfaite. N'importe qui d'autre se serait effondré. On attendait les larmes, le rougissement de la honte, une fuite précipitée vers la sortie pour échapper au jugement collectif. Mais Hélène ne bougea pas. Elle resta parfaitement immobile, son dos droit, sa tête haute. Un calme surnaturel semblait l'habiter, une sérénité de marbre qui déconcertait ceux qui l'observaient. Il n'y eut pas de tremblement dans sa main, pas de vacillement dans son regard. Ses yeux, d'un bleu profond, ne reflétaient aucune blessure, mais plutôt une sorte de résolution froide, presque analytique. Elle semblait observer la scène comme si elle en était une spectatrice extérieure, enregistrant chaque détail, chaque regard de pitié, chaque ricanement étouffé. Cette absence de réaction qui était la plus troublante. Arthur, en la rabaissant, s'attendait à la briser, à réaffirmer son pouvoir sur elle. Mais ce silence assourdissant, cette posture impériale face à l'affront, était une réponse bien plus puissante que n'importe quelle crise de larmes. C'était la preuve silencieuse qu'il avait commis une erreur fondamentale. Il avait attaqué une statue en pensant qu'elle était de verre, sans se rendre compte qu'elle était taillée dans le granit le plus dur. Le regard des curieux glissa de son visage impassible à l'objet du crime, sa robe. C'était une création d'une simplicité désarmante, une fourreau de soie noire, sans fioritures ni paillettes, qui tombait avec une fluidité parfaite. Pour un œil non averti, elle pouvait en effet paraître banale au milieu de l'opulence environnante. Mais c'était une simplicité étudiée, une toile de fond délibérément choisie pour ne pas faire d'ombre à la véritable star de la soirée. Car autour de son cou reposait un chef-d'œuvre de la haute joaillerie, un collier de diamants et de saphirs, dont la pierre centrale, d'une taille et d'une pureté exceptionnelle, captait la lumière de la salle et la renvoyait en milliers d'éclats aveuglants. C'était la pièce maître de la légendaire collection Aurore, un trésor dont la valeur dépassait l'entendement. Arthur, dans son arrogance, avait vu une robe à 200 € et avait manqué l'essentiel. Il avait critiqué le cadre sans voir le tableau de maître. Il pensait qu'elle lui faisait honte, alors qu'elle portait silencieusement à son cou une fortune capable de racheter son empire plusieurs fois. La véritable erreur, ce soir-là, ne se mesurait pas en euros, mais en milliards. Et c'était lui qui venait de la commettre. Si vous aimez les histoires où l'arrogance est punie avec une élégance glaciale, où ceux qui sont sous-estimés reprennent le pouvoir de la manière la plus spectaculaire qui soit, alors vous êtes au bon endroit. Ces récits de justice poétique sont notre spécialité, car nous croyons fermement que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit et la fureur, mais dans l'intelligence silencieuse et la patience stratégique. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces revanches savoureuses. Laissez un pouce bleu si vous sentez déjà la satisfaction monter en vous et commentez ce que vous feriez à la place d'Hélène. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sous-estimer une personne calme est la plus grande des erreurs. Préparez-vous à assister à la chute d'un homme qui a jugé le livre à sa couverture, sans se douter que sa femme possédait non seulement la bibliothèque entière, mais aussi les murs qui l'abritaient. La leçon qu'il s'apprête à recevoir sera aussi coûteuse que le collier qu'il n'a même pas daigné regarder, et nous serons là pour en savourer chaque instant. La machine sociale, cruelle et bien huilée, s'était déjà mise en marche. Les murmures se propageaient comme une traînée de poudre, déformant l'incident, l'amplifiant.
Pauvre Hélène, disaient certains avec une fausse compassion, toujours un peu décalée. D'autres, plus directs, se délectaient du spectacle. Bérénice s'approcha d'elle, un masque de sollicitude sur le visage. « Ma chère, ne l'écoute pas, tu es charmante, il est juste stressé en ce moment. » Chaque mot était une nouvelle pique, une façon de la conforter dans son statut de victime. Pendant ce temps, Arthur avait déjà rejoint son cercle d'admirateurs, un large sourire aux lèvres. Il avait fait une démonstration de force, rappelé à tous qui était le maître. À ses yeux, l'incident était clos. Il avait remis sa femme à sa place, une place purement décorative, et il pouvait maintenant retourner à des affaires plus sérieuses. Il était tellement aveuglé par sa propre importance, tellement certain de sa supériorité, qu'il était incapable d'imaginer une seule seconde que son geste aurait d'autres conséquences qu'une soirée gâchée pour Hélène. Il ne voyait pas le calme d'Hélène comme une force, mais comme une soumission. C'était là sa plus grande faiblesse, son incapacité à voir au-delà des apparences qu'il chérissait tant. Pourtant, un homme dans cette salle voyait clair. De l'autre côté du salon, près d'une sculpture monumentale, se tenait Maître Lefebvre. C'était un homme d'un certain âge, au costume impeccable et au regard d'une acuité redoutable. Il n'était pas là pour le champagne ou les mondanités. Il était le gardien des secrets de la famille d'Hélène, l'exécuteur testamentaire de son père, un industriel aussi discret que puissant. Il avait observé toute la scène sans sourciller, son visage une toile vierge d'émotion. Au moment où Arthur tourna le dos à sa femme, les yeux de Maître Lefebvre croisaient ceux d'Hélène. Il lui adressa un signe de tête, un mouvement si infime qu'il était invisible pour quiconque ne le cherchait pas. Ce simple geste était un message, un pacte silencieux. Il signifiait « Je suis là, je suis prêt, l'échiquier est en place ». La présence de cet avocat chevronné, connu pour sa discrétion et son efficacité redoutable dans les plus hautes sphères du droit des affaires, aurait dû être un avertissement pour Arthur. Mais Arthur ne le voyait même pas. Pour lui, ce n'était qu'un vieil homme perdu dans une fête de jeunes loups. Il ignorait que ce vieil homme tenait dans son portefeuille les clés juridiques capables de démanteler son royaume. Ignorant les condoléances empoisonnées de Bérénice d'un sourire poli, Hélène s'excusa avec une grâce imperturbable. Elle ne se dirigea pas vers les toilettes pour pleurer, ni vers le vestiaire pour fuir. D'un pas lent et mesuré, elle traversa le salon, sa simple robe noire se mouvant avec une élégance qui défiait toutes les critiques. Elle trouva refuge dans une alcôve plus calme, près d'une baie vitrée donnant sur les lumières de Paris. Là, à l'abri des regards les plus indiscrets, elle sortit son téléphone de son petit sac à main. Ses doigts ne tremblaient pas alors qu'il glissait sur l'écran froid. Elle ouvrit une conversation sécurisée, un fil direct avec un seul contact. Le destinataire était Maître Lefebvre, qui, de l'autre côté de la salle, sentit son propre téléphone vibrer discrètement dans sa poche. Le message qu'Hélène envoyait était d'une brièveté glaçante, un concentré de décision et de finalité. 3 mots seulement, mais 3 mots qui allaient déclencher un cataclysme financier et personnel. 3 mots qui marquaient la fin d'une ère de soumission silencieuse et le début d'une ère. Le message disait simplement « c'est le moment ». La partie venait de commencer. Pour comprendre le calme glacial d'Hélène face à l'humiliation, il faut remonter le temps, bien avant les lustres du musée et les murmures venimeux de la haute société. Leur histoire n'avait pas commencé dans l'opulence, mais dans le bruit d'un garage transformé en start-up, où l'odeur du café tiède se mêlait à celle des circuits imprimés. Arthur était alors un jeune ingénieur brillant, débordant d'une ambition féroce, mais encore dépourvu des moyens de la concrétiser. Hélène, elle, était la fille d'un industriel respecté, un homme de la vieille école qui avait bâti sa fortune sur des principes de discrétion et de travail acharné. Quand ils se sont rencontrés, Arthur fut séduit non pas par son nom, qu'elle mentionnait rarement, mais par son intelligence vive et sa capacité à voir le faille dans n'importe quel plan d'affaires. Elle était son ancre, son roc, celle qui relisait ses propositions à 3 heures du matin et qui croyait en son génie bien avant que le monde ne le découvre. Il voyait en elle un esprit égal à son sien, une partenaire silencieuse dans sa quête de succès. C'était une époque où il l'écoutait encore, où ses opinions comptaient plus que celles de n'importe quel investisseur. Leur mariage fut une affaire simple, loin du faste qu'Arthur apposerait plus tard. Les premières années furent une symphonie de sacrifices partagés. Hélène, diplômée d'une prestigieuse école de commerce, mit sa propre carrière en pause pour se consacrer entièrement à l'entreprise naissante d'Arthur. Elle n'était pas seulement une épouse, elle était sa conseillère officieuse, sa stratège de l'ombre. C'est elle qui, grâce à son flair hérité de son père, lui conseilla de pivoter vers une technologie de niche que personne ne voyait venir. C'est elle qui, usant de la réputation impeccable de sa famille, lui ouvrit les portes de cercles financiers qui lui seraient restés fermés. Elle gérait les comptes, négociait avec les fournisseurs, apaisait les tensions au sein de l'équipe, tout cela sans jamais réclamer un titre, un salaire ou la moindre reconnaissance publique. Arthur était le visage de l'entreprise, le visionnaire flamboyant qui captivait la presse. Hélène était le moteur silencieux, l'architecte invisible de cet empire en construction. Elle acceptait ce rôle avec une grâce naturelle, convaincue que leur succès était une œuvre commune, une promesse scellée non pas sur le papier, mais dans le cœur de leur projet de vie. Le père d'Hélène, un homme à la sagesse profonde et au regard perçant, n'avait jamais été entièrement convaincu par l'éclat d'Arthur. Il voyait derrière l'ambition une faim insatiable de validation, une fragilité masquée par une confiance en soi agressive. Lors d'une conversation privée, quelques mois avant sa mort, il avait pris la main de sa fille et lui avait dit des mots qu'elle n'oublierait jamais. « Mon enfant, méfie-toi des hommes qui confondent la valeur et le prix. La richesse crie pour être vue, mais la fortune murmure. » C'est à ce moment-là qu'il lui révéla l'ampleur de l'héritage qu'il lui destinait, une fortune colossale placée dans une fiducie secrète,
conçu pour être un bouclier et non une cage dorée. Il lui expliquait la clause du collier, ce geste symbolique qui lui donnerait le contrôle absolu. Ce n'était pas un caprice, mais un test. Il voulait s'assurer qu'elle ne ferait appel à ce pouvoir qu'en pleine conscience, non pas pour dominer, mais pour se protéger. Il avait vu le changement s'opérer en Arthur et avait voulu laisser à sa fille une issue de secours, une arme ultime si l'homme qu'elle aimait venait à se perdre dans le reflet de sa propre réussite. Et Arthur se perdit. À mesure que les millions se transformaient en milliards, l'homme charmant et reconnaissant des débuts s'effaça pour laisser place à un magnat arrogant, persuadé d'être le seul artisan de son succès. Il oubliait les nuits blanches d'Hélène, ses conseils avisés, le soutien indéfectible qui avait été le fondement de son ascension. Elle devint progressivement un élément de décor dans sa vie spectaculaire, une femme trophée qu'il fallait polir et exposer lors des grandes occasions. Ses opinions sur l'entreprise, autrefois si précieuses, étaient désormais balayées d'un revers de main condescendant. « Chérie, laisse les affaires aux professionnels », lui disait-il, oubliant qu'elle avait été la première de ses professionnels. Il commença à critiquer ses choix vestimentaires, ses amitiés, sa manière de parler, tout ce qui ne correspondait pas à l'image lisse et tape à l'œil qu'il voulait projeter. Leur appartement parisien, autrefois un foyer chaleureux, devant une vitrine froide et impersonnelle, meublé selon les goûts d'un décorateur à la mode, où chaque objet criait son prix, mais n'avait plus aucune âme. Hélène sentait le fossé se creuser, non seulement entre eux, mais entre l'homme qu'elle avait épousé et le monstre d'ego qu'il était venu. Le cercle social qui gravitait désormais autour d'Arthur ne fit qu'accentuer l'isolement d'Hélène. C'était un monde de nouveaux riches, de rivaux envieux et de parasites opportunistes, où la sincérité était une faiblesse et la discrétion une faute de goût. Des femmes comme Bérénice, couvertes de logos de la tête aux pieds, la regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. Pour elle, Hélène était une anomalie, une femme fade qui ne comprenait pas les codes de leur univers. Ses conversations sur l'art ou la littérature étaient accueillies par des silences gênés, rapidement interrompus par des discussions sur le dernier yacht acheté ou la dernière rumeur de divorce. Arthur, loin de la défendre, semblait savourer cette dynamique. L'effacement de sa femme mettait en valeur son propre éclat. Il la présentait comme sa part de stabilité, un euphémisme à peine volé pour dire qu'elle était ennuyeuse. Il encourageait les moqueries subtiles, riant de bon cœur lorsque quelqu'un faisait une blague sur ses goûts classiques. Chaque dîner, chaque gala devenait une épreuve, une performance où elle devait sourire et acquiescer, tout en sentant son identité se dissoudre sous le poids de leur condescendance collective. Les humiliations publiques, d'abord subtiles, devinrent de plus en plus fréquentes et cruelles. Il eut ce dîner avec des banquiers où il interrompit au milieu d'une phrase pour dire « Ma femme a tendance à s'égarer dans les détails. Venons-en au fût. » Il y eut cet anniversaire où il lui offrit une voiture de sport d'une couleur criarde, sachant pertinemment qu'elle détestait l'ostentation, la forçant à le remercier devant tous leurs amis. Il y eut aussi, cette fois, lors d'une vente aux enchères caritatives, où il fit une offre exorbitante sur un tableau qu'elle trouvait hideux, déclarant à la cantonade « Il faut bien que j'éduque un peu le goût de mon épouse ». Chaque incident était une démonstration de pouvoir, une façon de lui rappeler sa dépendance et sa place subalterne. Il ne la frappait pas, ne lui criait pas dessus en privé. Sa cruauté était plus insidieuse, plus sophistiquée. C'était une torture psychologique administrée en public, conçue pour la briser lentement, pour éroder sa confiance en elle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la femme forte et intelligente qu'il avait épousée. Il voulait un miroir, pas une partenaire, et il polissait ce miroir avec du sable. Après la mort de son père, Hélène se retrouva seule face à l'immensité de son héritage. Maître Lefebvre, avec la même loyauté qu'il avait vouée à son père, lui expliqua en détail les mécanismes de la fiducie. Le pouvoir était désormais entre ses mains. Elle aurait pu l'activer à tout moment, reprendre sa liberté et laisser Arthur à son monde de faux-semblants. Pourtant, elle hésita. Pendant des mois, elle laissa les documents dormir dans un coffre-fort. Une partie d'elle s'accrochait encore à l'homme qu'elle avait connu, à la promesse de leur jeunesse. Elle voulait croire que cette arrogance n'était qu'une phase, une armure qu'il avait forgée pour survivre dans un monde impitoyable. Elle se disait que s'il se sentait suffisamment en sécurité, suffisamment aimé, il finirait par l'enlever. Utiliser la fortune de son père lui semblait être un aveu d'échec, la confirmation que leur amour était mort et enterré. Elle ne voulait pas d'une victoire financière, elle voulait retrouver son mari. C'est cette lueur d'espoir, cette loyauté tenace envers un fantôme qui la fit patienter, endurer les affronts, espérant un signe, un geste qui lui prouverait que tout n'était pas perdu. Mais les signes qu'Arthur envoyait allaient tous dans la direction opposée. Son mépris pour tout ce qui touchait à la famille d'Hélène devint de plus en plus flagrant. Il qualifiait l'entreprise de son défunt beau-père de relique industrielle, se moquant de ses méthodes prudentes et de sa croissance lente mais stable. Pour lui, qui avait bâti un empire sur la volatilité de la tech, la solidité de l'ancien monde était une preuve de stagnation. Un soir, en passant devant un portrait du père d'Hélène dans leur couloir, il lâcha avec un ricanement « Ton père était un homme bon, mais il n'aurait jamais survécu dans le monde d'aujourd'hui. Trop prudent, trop provincial. » Cette phrase fut pour Hélène une blessure profonde. Il n'attaquait pas seulement la mémoire de l'homme qu'elle vénérait, mais aussi les valeurs sur lesquelles elle s'était construite, l'intégrité, la discrétion, la substance plutôt que l'apparence.
Il était tellement aveuglé par son propre éclat qu'il était incapable de voir que la prudence de cet homme avait amassé une fortune qui faisait paraître la sienne presque modeste. Il piétinait la source même du pouvoir qui allait bientôt causer sa perte, complètement inconscient du danger. L'approche du gala annuel du musée d'art contemporain cristallisa toutes les tensions. Pour Arthur, cet événement était le sommet de l'année sociale, une scène où il devait briller plus que quiconque. Un investisseur majeur qu'il courtisait depuis des mois y serait présent, et Arthur était obsédé par l'idée de faire une impression parfaite. Il se transforma en tyran domestique, critiquant chaque détail, de la disposition des fleurs à la marque du champagne qu'il servirait à leur table. Il insistait pour qu'Hélène porte une robe d'un créateur en vogue, quelque chose d'audacieux, de spectaculaire, qui crierait leur richesse. Il lui alloua un budget exorbitant, s'attendant à ce qu'elle revienne avec une pièce maîtresse. C'est alors qu'Hélène prit sa décision. Ce n'était plus une question d'espoir, mais de clarté. Elle allait lui offrir un dernier test, une dernière chance de l'avoir vraiment. Elle choisit délibérément la robe la plus simple, une toile de fond parfaite pour le collier de son père. Elle ne choisissait pas une tenue, elle posait une question fondamentale. Allais-tu voir la femme que tu as épousée, ou l'accessoire que tu as créé? Le soir du gala, en enfilant la simple robe de soie noire, Hélène ressentit une étrange sérénité. Elle n'était plus dans l'attente ou l'appréhension. Elle était dans l'acceptation. Elle passa le lourd collier de saphir et de diamants autour de son cou, sentant le poids froid du métal et des pierres contre sa peau. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était un héritage, une promesse, et désormais une arme. En se regardant dans le miroir, elle ne vit pas une victime sur le point d'être humiliée. Elle vit une reine se préparant à entrer en guerre. Le calme qui l'habitait, celui qui allait tant déconcerter les invités et Arthur lui-même, n'était pas de la soumission, mais le silence d'un prédateur qui a sa proie en ligne de mire. Elle savait exactement comment la soirée allait se dérouler. Elle connaissait l'arrogance d'Arthur, sa cécité aux choses qui comptent vraiment. Elle savait qu'il ne verrait que la robe et non le trésor. Et dans ce moment de lucidité absolue, elle comprit que l'humiliation à venir n'était pas sa fin, mais son véritable commencement. Il pensait la mettre à sa place, alors qu'il ne faisait que la pousser sur le trône qui lui revenait de droit. Le trajet de retour du musée se fit dans un silence de plomb, une chape de tension si épaisse qu'elle semblait absorber le son du moteur de la Rolls-Royce. Les lumières de Paris défilaient à travers la vitre blindée, des éclats de vie indifférents à la guerre froide qui se jouait à l'intérieur. Arthur, confortablement installé dans le cuir souple, avait le sourire suffisant de celui qui vient de remporter une victoire. Il tapotait l'écran de son téléphone, répondant à des messages de félicitations pour la soirée, sans un regard pour la femme assise à ses côtés. Finalement, il rompit le silence, non par sollicitude, mais pour enfoncer le clou. « Tu vois, Hélène, dit-il d'un ton grossement professoral, le monde des affaires, c'est comme cette soirée. L'image est tout. Un seul faux pas, une seule note discordante, et tout l'édifice s'effondre. Tu devrais me remercier de t'apprendre ces leçons. » Il attendait une réaction, des larmes peut-être, ou une excuse balbutiée. Il n'obtint que le reflet impassible du visage d'Hélène dans la vitre. Il ne comprenait pas que son silence n'était pas celui de la défaite, mais celui d'une forteresse dont les portes venaient de se refermer, scellant à jamais toute possibilité de réconciliation. La semaine qui suivit le gala fut le théâtre d'une escalade de cruauté psychologique. Arthur, sentant peut-être un changement imperceptible dans l'air, décida de réaffirmer son contrôle de la manière la plus brutale qui soit. Un matin, il annonça, devant un café qu'Hélène venait de lui servir, qu'il avait engagé une nouvelle décoratrice d'intérieur pour rafraîchir leur penthouse. Quelques heures plus tard, une jeune femme du nom d'Ambre fit son apparition. Grande, blonde, vêtue d'une robe moulante qui criait son prix, elle était l'antithèse parfaite d'Hélène. C'était de toute évidence sa maîtresse. Arthur fit les présentations avec une désinvolture calculée, présentant Ambre comme une visionnaire du design et Hélène comme la gardienne de nos traditions. Le message était clair, le passé face à l'avenir. Ambre parcourut l'appartement d'un œil critique, s'arrêtant devant les quelques objets personnels d'Hélène, un vase hérité de sa mère, une collection de livres anciens. Tout cela est un peu lourd, non? Il nous faut de la lumière, de l'espace, quelque chose de plus audacieux, déclara-t-elle en regardant Arthur, ignorant totalement Hélène. C'était une invasion, une prise de territoire menée sous le regard approbateur du maître des lieux. L'humiliation devint quotidienne. Ambre, désormais une présence constante dans l'appartement, entreprit de démanteler méthodiquement l'univers d'Hélène. Elle commença par les espaces communs, remplaçant les meubles choisis par Hélène par des créations design froides et impersonnelles. Puis, elle s'attaqua à son bureau, un sanctuaire où Hélène aimait lire. Un jour, en rentrant, Hélène trouva ses livres empilés dans des cartons, remplacés par une sculpture métallique absurde. « On a besoin de fluidité, ma chère », lui expliqua Ambre avec un sourire mielleux. « Les livres accumulent la poussière. » Arthur, interrogé, se rangea du côté de sa maîtresse. « Ambre a raison, Hélène, il faut vivre avec son temps. Tu es trop attachée au passé. » Chaque objet retiré est un morceau de son identité qu'on lui arrachait. Elle se sentait devenir une étrangère dans sa propre maison, une locataire tolérée en attendant son expulsion. La douleur était sourde, constante,
une accrétion silencieuse qui la vidait de sa substance, la rendant de plus en plus invisible aux yeux de l'homme qu'elle avait autrefois aimé et de la femme qui avait pris sa place. Le coup le plus pervers fut porté lors d'une réunion de planification pour une soirée caritative qu'Arthur organisait. Assise à la grande table de la salle à manger, Hélène écoutait Ambre et Arthur discuter de la liste des invités. Ambre, parlant animamment, agita sa main gauche près du visage d'Hélène, un geste faussement naturel. Un énorme diamant jaune, monté sur une bague en platine, étincelait à son doigt. « Oh, pardon », dit-elle en posant sa main sur la table, juste à côté de celle d'Hélène. Le contraste était saisissant. L'alliance d'Hélène, un simple nœud d'or blanc, symbole de 20 ans d'amour et de sacrifices partagés, paraissait soudainement terne et insignifiante à côté du joyau ostentatieux. « Votre bague est si discrète », commentait-elle. Chaque syllabe suintant la pitié méprisante. « C'est un choix, très traditionnel. » Hélène sentit le rouge lui monter aux joues. Elle leva les yeux vers Arthur, espérant un mot, un geste de défense. Il ne dit rien. Il se contenta de sourire à Ambre, un sourire complice qui signifiait « Tu as gagné ». Ce n'était pas seulement une bague qu'Ambre avait ridiculisée, c'était leur mariage, leur histoire, et Arthur venait d'apposer son sceau d'approbation sur cette profanation. L'humiliation se déplaça ensuite vers la sphère familiale. Lors du dîner dominical dans la somptueuse demeure des parents d'Arthur, Hélène fut traitée non pas comme une belle-fille, mais comme une employée. Sa belle-mère, une femme au sourire glacial et au collier de perles impeccable, lui demanda de vérifier la cuisson du rôti, comme si elle s'adressait à la cuisinière. Sa belle-sœur, aussi arrogante qu'Arthur, lui fit remarquer que sa tenue était un peu simple pour une réunion de famille. Tout au long du repas, la conversation tournait autour des exploits financiers d'Arthur, des acquisitions, des fusions, un langage auquel Hélène était autrefois initiée, mais dont on l'excluait désormais. Chaque fois qu'elle tentait de placer un mot, on l'interrompait ou on l'ignorait. Arthur, loin de la soutenir, participait à ce jeu cruel. À un moment, alors qu'elle se levait pour débarrasser une assiette, il lançait à la cantonade « Hélène a toujours été plus douée pour les choses pratiques que pour la stratégie ». Un rire général accueillit cette remarque. Elle se sentait piégée, seule au milieu d'une meute de loups vêtus de cachemire qui se repaissait de sa dignité avec un appétit vorace. Ce rôle de servante invisible se cristallisa lors d'une fête d'anniversaire pour l'un de ses neveux. Tandis que les hommes se regroupaient dans le salon pour parler affaires en sirotant du whisky et que les femmes discutaient de leurs dernières vacances à Saint-Barth, Hélène se retrouva, sans qu'on le lui demande explicitement, à surveiller la douzaine d'enfants qui couraient dans le jardin. Elle essuyait les nez qui coulent, arbitrait les disputes pour un jouet, consolait les petits chagrins. Personne ne vint lui proposer de l'aide ou la relever. On la considérait comme la baby-sitter désignée, une fonction pratique et non une personne. À un moment, elle s'approcha du groupe des femmes, tenant un verre d'eau, espérant se joindre à la conversation. Sa belle-sœur l'aperçut et lui dit, sans même baisser la voix, « Hélène, pourrais-tu vérifier si le petit Léo a besoin de changer sa couche? Tu as l'habitude. » L'humiliation était totale. Elle n'était plus une tante, une épouse, une femme. Elle était réduite à une fonction utilitaire, une présence commode dont on oubliait l'existence dès qu'elle avait rempli sa tâche. La douleur de cette invisibilité était plus aiguë que n'importe quelle insulte directe. L'estocade finale, celle qui allait briser la dernière parcelle d'espoir en elle, arriva une semaine plus tard. Arthur la convoqua dans son bureau, un air grave sur le visage. Il lui annonçait qu'il avait acheté un nouvel appartement, un triplex ultramoderne avec une vue imprenable sur la Seine. « Je pense que nous avons besoin de changement, d'un nouveau départ », dit-il avec une fausse sincérité. « Et j'ai une surprise pour toi. Le penthouse, je te le laisse. C'est à toi. » Pendant un instant fugace, Hélène crut à un geste de paix, une tentative de réparation. Mais le soir même, en cherchant un document sur l'ordinateur familial, elle tombera sur un email qu'Arthur avait laissé ouvert par mégarde. Il était adressé à Ambre. Le message était une confirmation de l'agence immobilière pour leur emménagement dans le nouveau triplex. Il contenait également une pièce jointe, le mandat de vente pour le penthouse. Il ne lui donnait pas la maison, il la mettait dehors. Le cadeau n'était qu'un mensonge cruel pour la maintenir tranquille le temps qu'il organise sa nouvelle vie, la traitant comme une dernière formalité administrative avant de tourner la page. Ce fut le moment où tout se brisa. Seule dans le silence du penthouse, Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le poids accumulé de chaque humiliation, chaque mot méprisant, chaque regard condescendant s'abattit sur elle d'un seul coup. Elle erra d'une pièce à l'autre, touchant les murs, les meubles, les objets qui avaient été les témoins silencieux de sa vie en train de se désintégrer. Ce n'était plus sa maison, c'était une scène de crime, et elle en était la victime. Elle s'assit par terre dans le grand salon vide, les larmes coulant enfin, des larmes silencieuses de rage et de chagrin. Elle pleurait la perte de son mari, mais plus encore, la perte d'elle-même. Elle s'était effacée pendant des années pour le faire briller, et maintenant qu'il brillait de mille feux, il l'avait jeté comme une ampoule grillée. La honte la submergea. Honte d'avoir été si aveugle, si patiente, si loyale, envers un homme qui ne la méritait pas. Elle se sentit vide, jetable, une coquille creuse dont on avait pillé le contenu. C'était le fond du gouffre, un abîme de désespoir où la lumière ne semblait plus pouvoir pénétrer.
Au plus profond de cette obscurité, alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, quelque chose se produisit. Sa main, tremblante, se posa sur sa gorge, là où le collier avait reposé quelques nuits plus tôt. Elle se leva, marcha d'un pas mécanique jusqu'au coffre dissimulé derrière une peinture, et l'ouvrit. À l'intérieur, le collier de saphir et de diamants reposait sur son écrin de velours, captant la faible lumière de la pièce. En le regardant, elle entendit la voix de son père résonner dans sa mémoire, aussi claire qu'un cristal. « Méfie-toi des hommes qui confondent la valeur et le prix. La richesse crie pour être vue, mais la fortune murmure. » Et soudain elle comprit. Arthur n'avait fait que crier. Il avait crié sa réussite, son pouvoir, son mépris. Elle, pendant ce temps, avait murmuré. Elle avait murmuré son soutien, son amour, sa douleur. C'était fini. Les larmes s'arrêtèrent net. Une nouvelle sensation, froide et dure comme l'acier, commença à se former dans sa poitrine. Ce n'était plus du chagrin, ni de la colère. C'était une résolution, une certitude glaciale. La douleur, une fois distillée, peut devenir un poison ou un antidote. Elle venait de choisir l'antidote. Hélène se redressa, son dos se raidissant, sa colonne vertébrale se transformant en une tige de fer. Elle se dirigea vers la grande baie vitrée qui donnait sur Paris. La ville lumière s'étendait à ses pieds, non plus comme un rappel de ce qu'elle perdait, mais comme un territoire à conquérir. Son reflet dans la vitre lui montra une femme qu'elle ne reconnaissait plus, mais cette fois, c'était pour une autre raison. Les yeux n'étaient plus embués de larmes, mais brillaient d'une lueur prédatrice. L'expression de son visage n'était plus celle d'une victime, mais celle d'une stratège analysant un champ de bataille. Extérieurement, rien n'avait changé. Elle continuerait de jouer son rôle. Elle serait la femme soumise, la victime silencieuse, jusqu'au moment opportun. Mais à l'intérieur, une reine venait de monter sur son trône. Elle sortit son téléphone. Ses doigts ne tremblaient plus. Elle n'appela pas une amie pour chercher du réconfort. Elle composa le numéro de la seule personne qui pouvait transformer sa résolution en action. Quand Maître Lefebvre décrocha, sa voix était calme, posée, mais chargée d'une autorité nouvelle. « Maître, dit-elle simplement, je suis prête. Mettons le plan à exécution. » Le murmure était terminé. La tempête était sur le point d'éclater. Le lendemain de son appel, Hélène se rendit dans le 8e arrondissement, dans une rue discrète où le temps semblait s'être arrêté. Le cabinet de Maître Lefebvre n'avait rien de l'ostentation des bureaux d'affaires modernes. C'était un sanctuaire de boiseries anciennes, de cuir patiné et de silence respectueux, où l'odeur des vieux livres se mêlait à celle du café fort. Maître Lefebvre l'accueillit non pas avec pitié, mais avec une gravité solennelle. Il ne la traita pas comme une femme bafouée, mais comme une cliente importante sur le point de prendre la décision la plus cruciale de sa vie. Il la fit asseoir dans un fauteuil profond, face à son bureau massif sur lequel reposait un unique dossier en cuir. « Hélène, commença-t-il d'une voix calme qui avait l'autorité des secrets bien gardés. Votre père était un homme d'une prudence et d'une prévoyance exceptionnelle. Il vous aimait plus que tout, mais il n'a jamais eu une confiance aveugle en la nature humaine. Ce qu'il a mis en place pour vous n'est pas une simple fortune, c'est une forteresse. Et en portant ce collier au gala, vous venez d'en tourner la clé principale dans la serrure. La porte est maintenant ouverte. » Maître Lefebvre ouvrit le dossier et en sortit un document relié, épais et jauni par le temps. C'était une copie certifiée du testament de son père, mais aussi les statuts d'une fiducie, une structure juridique complexe et quasi impénétrable. L'avocat lui expliqua le mécanisme avec une clarté chirurgicale. La collection Aurore n'était pas qu'un ensemble de bijoux d'une valeur d'1 million d'euros, c'était un symbole contractuel. Le testament stipulait que le jour où elle porterait publiquement le collier principal, elle ne débloquerait pas seulement l'accès à la collection, mais elle assumerait le contrôle exécutif total et irrévocable d'un fonds d'investissement colossal, géré discrètement en Suisse depuis des décennies. Son père avait délibérément choisi un acte public et mondain comme déclencheur, sachant qu'un tel geste ne serait fait qu'en cas de nécessité absolue, lorsque le besoin de s'affirmer deviendrait plus fort que le désir de discrétion. C'était un test de caractère déguisé en clause testamentaire, une façon de s'assurer qu'elle n'utiliserait ce pouvoir qu'en pleine conscience de ses implications, poussée non par la cupidité, mais par la nécessité de se défendre et de reprendre sa dignité. Puis vinrent les chiffres. Maître Lefebvre fit glisser sur le bureau une série de relevés financiers. Elle les parcourut, ses yeux s'écarquillant non pas de joie, mais d'un vertige absolu. La fortune de son père, patiemment accumulée dans l'industrie lourde, l'immobilier et les placements à long terme, était d'une ampleur qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle était si vaste qu'elle faisait paraître les milliards d'Arthur, bâtis sur la volatilité de la tech, presque précaire, presque vulgaire. C'était la différence entre un feu de paille spectaculaire et un glacier, lent, silencieux, mais capable de remodeler des continents. Elle comprit alors la phrase de son père. La richesse crie, la fortune murmure. La fortune d'Arthur était un cri permanent, un besoin constant de validation. Celle de son père était un murmure si profond qu'il en devait à son puissant. Une vague de tristesse et de gratitude la submergea. Son père ne lui avait pas seulement laissé de l'argent, il lui avait laissé des racines, un poids,
une encre dans un monde que son mari voulait superficiel. Elle ne ressentait aucune excitation, seulement le poids d'une immense responsabilité et une détermination froide qui s'installait au plus profond de son être. L'avocat lui tendait alors une dernière enveloppe, scellée à la serrure. « Votre père m'a demandé de vous la remettre personnellement ce jour-là », dit-il doucement. Hélène bria le sort avec des doigts tremblants. À l'intérieur, une seule feuille de papier, couverte de l'écriture ferme et élégante de son père. Les mots étaient simples, directs, empreints d'une affection pudique. Il ne parlait pas d'argent, mais d'elle. « Ma chère fille, disait la lettre, si tu lis ces mots, c'est que le moment que je redoutais est arrivé. Je n'ai jamais douté de ta force, seulement de ta patience, qui est parfois une vertu, parfois une faiblesse. J'ai construit cet empire non pas pour qu'il t'enchaîne, mais pour qu'il te libère. Arthur est un homme de son temps, brillant mais creux, fasciné par les reflets. J'ai peur qu'il ne voie jamais la lumière qui vient de toi. Utilise ce pouvoir non pas pour détruire, mais pour construire ta propre vie, selon tes propres termes. Sois respecté, sois libre, sois toi. C'est tout ce qu'un père peut souhaiter. » Les larmes qu'elle avait refusé de verser au gala coulèrent enfin, non pas des larmes de douleur, mais de libération et d'amour filial. Elle sécha ses joues. Le deuil de son mariage était terminé. La mission de sa nouvelle vie commençait.
Elle les regardait non plus comme ses bourreaux, mais comme des acteurs inconscients dans une pièce dont elle écrivait désormais le dernier acte. Le soir, seule dans son lit, elle ne pleurait plus, elle étudiait. Elle apprenait les noms des membres du conseil d'administration d'Innovatech, analysait leurs faiblesses, leurs allégeances. Elle n'était plus Hélène, l'épouse effacée. Elle était la commandante d'une armée invisible, préparant une invasion silencieuse. L'humiliation publique avait été le catalyseur, la fortune de son père était l'arme. Mais la véritable force venait de l'intérieur. Arthur avait voulu lui apprendre une leçon sur l'image. Elle s'apprêtait à lui donner un cours magistral sur la substance. La partie d'échecs était lancée, et le roi arrogant ne savait même pas qu'il était déjà en échec. Les semaines qui suivirent furent un ballet silencieux et mortel, une chorégraphie de la vengeance exécutée avec une précision glaciale, tandis qu'Arthur, baignant dans la certitude de sa victoire, s'empressait de mettre en marche la machine de leur séparation. Il contacta son avocat, un homme aussi agressif et flamboyant que lui, et lança officiellement la procédure de divorce. Il se montrait magnanime, proposant à Hélène un accord qu'il jugeait plus que généreux, une pension confortable en échange de son silence et de sa disparition rapide. Pour lui, la partie était gagnée. Il parlait déjà de son futur mariage avec Ambre, de la manière dont elle incarnerait la nouvelle image d'Innovatech. Il décrivait Hélène à ses amis comme une femme brisée, dépressive, incapable de faire face à la réalité. Chaque soir, il rentrait au penthouse, la traitant avec une pitié condescendante, ignorant que chaque regard soumis, chaque mot non dit de sa part, n'était qu'une feinte. Le calme calculé d'un général observant l'ennemi avançait droit dans son piège. Son arrogance était le voile qui l'empêchait de voir l'abîme s'ouvrir sous ses pieds. Pendant ce temps, dans un bureau anonyme loué sous un faux nom dans le quartier de la Bourse, Hélène menait une guerre invisible. Fini les robes de soirée et les sourires polis. Elle était désormais entourée d'une équipe d'élite composée de Maître Lefebvre, de 2 analystes financiers suisses au visage impénétrable, et d'un spécialiste des OPA hostiles. Les murs étaient couverts de graphiques, de structures d'entreprise et de listes d'actionnaires. Sa transformation était stupéfiante. Elle, que son mari jugeait incapable de comprendre les affaires, disséquait des bilans financiers avec une acuité redoutable, posant des questions qui forçaient les experts à revoir leurs calculs. Elle signait des documents qui créaient des sociétés écrans au Luxembourg et à Guernesey, des noms neutres comme Sequoia Investissement ou Phoenix Capital, conçus pour ne laisser aucune trace menant à elle. Son écriture, autrefois délicate, était devenue ferme. Chaque signature un coup de marteau enfonçant un clou dans le cercueil de l'empire d'Arthur. Elle ne cherchait pas une part du gâteau. Elle était en train de racheter la boulangerie tout entière. Arthur, dans sa course effrénée pour financer son nouveau train de vie et impressionner Ambre, prit une décision qui accéléra sa propre chute. Pour libérer des liquidités et financer un yacht extravagant, il décida de vendre une participation minoritaire qu'Innovatech détenait dans une entreprise de logistique prometteuse. Un actif solide, mais jugé peu sexy par sa vision tournée vers le tabac à l'œil. Il annonça la vente à son conseil d'administration comme une manœuvre stratégique brillante, un moyen de se recentrer sur le cœur de métier. L'offre d'achat arriva rapidement, émanant d'un fonds d'investissement luxembourgeois inconnu, Sequoia Investissement. Le prix était juste, la transaction rapide. Arthur signa les papiers avec un sourire triomphant, se vantant d'avoir conclu une excellente affaire. Il ne se doutait pas un seul instant qu'il venait de vendre un des joyaux de sa propre couronne à sa femme, renforçant sa position tout en affaiblissant la sienne. Il était tellement occupé à construire sa nouvelle vie qu'il démantelait lui-même les fondations de l'ancienne. Le directeur financier d'Innovatech, un homme du nom de Dubois qui avait toujours traité Hélène avec un mépris à peine voilé, fut le seul à sentir une anomalie. En analysant les mouvements boursiers, il remarqua une activité inhabituelle sur l'action de l'entreprise. De petits blocs d'actions étaient achetés de manière régulière et discrète par une myriade de nouvelles entités. C'était un schéma classique de ramassage en bourse, prélude à une offensive. Inquiet, il en fit part à Arthur lors d'une réunion. Arthur balaya ses craintes d'un revers de main. « Dubois, vous êtes paranoïaque », lança-t-il en riant. « Qui m'oserait s'attaquer à moi? Le marché connaît ma force. C'est probablement un fonds de pension qui diversifie. Concentrez-vous plutôt sur la préparation de mon bonus annuel. » Pour Arthur, l'idée même qu'on puisse le défier était inconcevable. Sa confiance en lui n'était plus un atout, c'était une pathologie, une cécité volontaire qui le rendait incapable de voir la menace, même lorsqu'elle clignotait en rouge vif sur les écrans de sa propre salle des marchés. Hélène savait que l'argent seul ne suffisait pas. Il lui fallait des alliés, des visages respectés qui légitimeraient sa prise de pouvoir. Maître Lefebvre organisa des rencontres secrètes dans des salons privés de grands hôtels parisiens. Elle y rencontra 2 membres historiques du conseil d'administration d'Innovatech, des âmes d'affaires de la génération de son père, qui voyaient d'un mauvais œil la gestion agressive et risquée d'Arthur. Face à eux, Hélène ne parla pas de divorce ni de vengeance. Elle se présenta en tant que fille de son père, héritière de sa vision. Elle leur déroula un plan d'affaires impeccable, axé sur la stabilité, l'innovation durable et le respect des employés. Tout le contraire de la culture de la peur et de l'esbrouf instaurée par Arthur. Elle ne leur demanda pas leur soutien par pitié, mais les convainquit par sa compétence, son intelligence et sa vision claire. Séduits par son sérieux et rassurés par la solidité de son projet, ils acceptèrent de lui céder leur part au moment crucial, lui garantissant un soutien interne qui serait décisif.
Les jours passaient, rythmés par des allers-retours discrets chez les notaires et les avocats. Hélène, utilisant son nom de jeune fille, de Varennes, signait des piles de documents qui officialisaient le transfert des actifs de la fiducie sous son contrôle direct. Chaque paraphe était un acte de réappropriation de son identité, un pas de plus loin de l'ombre d'Arthur. Elle se rendit seule dans un coffre-fort à Genève pour prendre possession physique de la collection Aurore, non pas pour la porter, mais pour en faire l'inventaire officiel, un acte symbolique de sa nouvelle autorité. Simultanément, Maître Lefebvre répondit à la proposition de divorce d'Arthur. La réponse était d'une simplicité désarmante. Hélène acceptait la séparation sans condition, mais demandait un audit complet des biens de la communauté avant toute discussion financière. C'était un coup de maître. Arthur, voyant cela comme une simple manœuvre dilatoire de la part d'une femme désespérée, accepta sans se méfier, ouvrant lui-même les portes de sa forteresse à l'armée qui s'apprêtait à la prendre d'assaut. Se sentant plus puissant que jamais, Arthur décida d'organiser son triomphe public. Il convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration d'Innovatech. L'ordre du jour officiel était la présentation d'un plan d'expansion audacieux destiné à éblouir les marchés. En réalité, son but était de purger le conseil des derniers membres qui lui semblaient tièdes, dont les 2 hommes qu'Hélène avait déjà ralliés à sa cause, et de consolider son pouvoir absolu. Il voulait que cette réunion soit une démonstration de force, un couronnement. Dans un geste d'une arrogance suprême, il fit envoyer par son avocat une notification de la réunion à Maître Lefebvre, avec une note manuscrite. Pour information, la présence de votre cliente n'est évidemment pas requise, à moins qu'elle ne souhaite prendre des notes pour sa future pension alimentaire. Il venait de fixer lui-même la date et le lieu de sa propre exécution, convaincu d'être le seul à tenir la hache. La veille de la réunion, tout était en place. Les sociétés écrans d'Hélène avaient accumulé 44% des actions d'Innovatech, juste en dessous du seuil de déclaration obligatoire de 45%, un travail de fourmi mené dans l'ombre pendant des semaines. Les 2 administrateurs alliés détenaient ensemble 7%, prêts à basculer. Le plan était simple et brutal. Au moment précis où Arthur commencerait son discours, les courtiers de Hélène lanceraient un ordre d'achat massif sur leur part, faisant franchir à Hélène la barre des 51% en quelques secondes. Maître Lefebvre fit un dernier point avec elle dans son bureau. Demain, Arthur entrera dans cette salle en se croyant roi. Il en sortira sans sa couronne. Il n'y aura pas de retour possible. Hélène regarda par la fenêtre la tour d'Innovatech qui dominait le quartier de la Défense. Son visage était serein, mais ses yeux brillaient d'une flamme froide. « Il a voulu m'apprendre une leçon sur l'image », dit-elle d'une voix calme. « Demain, il recevra un cours magistral sur la substance. » Le matin de la confrontation arriva, nimbé d'une tension électrique. À l'autre bout de Paris, dans son nouveau triplex, Arthur choisissait sa cravate la plus agressive, répétant son discours devant un miroir, ambre l'applaudissant. Il était l'incarnation de la réussite, un prédateur au sommet de sa chaîne alimentaire, prêt pour le coup de grâce. Pendant ce temps, dans le silence du penthouse qui lui avait laissé comme une aumône, Hélène se préparait. Elle ne choisit pas un tailleur de pouvoir ou une tenue de combat. Avec un calme presque cérémoniel, elle enfila la même robe de soie noire, simple et impeccable, qu'elle portait au gala. Puis, ses doigts ne tremblant pas, elle ferma le fermoir de collier de saphir et de diamants autour de son cou. La lumière du matin se brisa en 1000 éclats sur les pierres précieuses. C'était plus un bijou, c'était une déclaration de guerre, le symbole de son héritage et l'arme de sa victoire. Elle se regarda dans le miroir, non pas pour admirer son reflet, mais pour s'allier la reine qui s'était enfin réveillée. La victime était morte au gala. Aujourd'hui, une souveraine allait à la reconquête de son royaume. La salle du conseil d'administration d'Innovatech était un sanctuaire de fer et d'acier, perché au sommet de la plus haute tour de la Défense, surplombant à Paris qui semblait minuscule et insignifiant. C'était le trône d'Arthur, un aigle de verre d'où il contemplait son royaume. Il entra dans la pièce avec l'assurance d'un gladiateur entrant dans l'arène pour un combat déjà gagné. Son avocat, un homme aussi lisse et prédateur que lui, le suivait de près, un sourire carnassier aux lèvres. Arthur balaya la salle du regard, s'attardant avec un mépris amusé sur les visages tendus des 2 administrateurs qu'il s'apprêtait à limoger. Il se sentait invincible, prêt à livrer une performance magistrale qui consoliderait son pouvoir absolu. Il s'installa à la tête de la table monumentale en marbre noir, ajusta sa cravate de soie et lança un regard circulaire à son auditoire captif. Le silence était total, lourd de l'attente de sa parole. Il savourait cet instant, cette tension qu'il avait lui-même orchestrée. Ignorant qu'il n'était pas le metteur en scène de cette pièce, mais seulement l'acteur principal d'une tragédie dont il n'avait pas lu le dernier acte. Alors qu'il ouvrait la bouche pour commencer son discours, les doubles portes en verre dépolies s'ouvrirent sans un bruit. Toutes les têtes se tournèrent. Hélène se tenait sur le seuil. Elle portait la même robe de soie noire, d'une simplicité désarmante que lors des galas. Autour de son cou, le collier de saphir et de diamants captait la lumière crue des néons et la renvoyait en éclats bleus et blancs, un phare dans la sobriété de sa tenue. À ses côtés, Maître Lefebvre se tenait droit, son visage une forteresse de sérénité. Un murmure parcourut la salle. Arthur, d'abord stupéfait, laissa un sourire de pure condescendance se dessiner sur ses lèvres. Il la voyait comme une apparition pathétique, une femme désespérée venue faire une scène, supplier, tenter de perturber son triomphe. Il se redressa sur son siège, se préparant à l'humilier une dernière fois, publiquement, devant les hommes qui constituaient le cœur de son pouvoir. Il ne voyait pas une reine venue réclamer son dû, mais une intruse qu'il allait se faire plaisir d'expulser. La cécité de son arrogance était sur le point d'atteindre son paroxysme, juste avant la chute finale. « Hélène, ma chère »,
lança-t-il, sa voix résonnant dans le silence glacial de la salle. Je suis flatté de ta visite, mais je crains que tu ne te sois trompé d'étage. Les négociations pour ta pension alimentaire ont lieu au service juridique, 3 niveaux plus bas. Ne t'inquiète pas, mon avocat sera généreux. Un rire étouffé, celui de son directeur financier, brisa la tension. Les autres membres du conseil, gênés, baissèrent les yeux. Arthur la fixait, attendant qu'elle s'effondre, qu'elle quitte la pièce en larmes, lui laissant le champ libre pour son couronnement. Mais Hélène ne s'y a pas. Elle restait immobile, son regard bleu acier fixé sur lui, non pas avec haine, mais avec une sorte de distance clinique, comme un entomologiste observant un insecte particulièrement prévisible. Son calme imperturbable était plus déstabilisant que n'importe quelle explosion de colère. Il avait jeté son insulte la plus cruelle, sa dernière cartouche, et elle était restée debout, indemne. Un frisson d'incertitude parcourut Arthur pour la première fois. Ce silence n'était pas celui de la défaite, c'était le silence qui précède le tonnerre, et il commençait à peine à en sentir les vibrations. Maître Lefebvre s'avança d'un pas lent et délibéré. Il ne regardait pas Arthur, mais s'adressait à l'ensemble du conseil. « Messieurs, veuillez excuser cette interruption. Nous ne sommes pas ici pour discuter d'affaires personnelles. » Sa voix, calme, mais portant une autorité incontestable, emplit la pièce. Il posa sur la table en marbre un épais dossier relié en cuir. Le son sec du dossier heurtant la surface polie résonna comme un coup de marteau de juge. « Nous sommes ici au nom de l'actionnaire principal d'Innovatech. » Arthur éclata d'un rire forcé. « L'actionnaire principal, c'est moi, vieil homme. Avez-vous perdu la tête ?» Maître Lefebvre ne releva pas l'insulte. Il ouvrit le dossier avec une lenteur calculée, chaque geste ajoutant au suspense. « Pas tout à fait, monsieur. Depuis plusieurs semaines, un fonds d'investissement du nom de Phoenix Capital procède à un rachat systématique de vos actions sur le marché. Un fonds dont vous n'avez, semble-t-il, jamais entendu parler. » Un silence de mort s'installa. Le directeur financier devint livide, comprenant soudain l'origine des mouvements boursiers qu'il n'avait pas su interpréter. L'assurance d'Arthur commençait à se fissurer. Phoenix Capital, reprit Maître Lefebvre en sortant des documents officiels, détient à cet instant précis 44% du capital de votre entreprise. Le chiffre tomba comme une sentence. Arthur, bien que visiblement secoué, tenta de garder la face. 44%, c'est impressionnant, mais ce n'est pas une majorité. Qui est derrière ça? Un concurrent, un fonds vautour, parlez. Son ton était devenu agressif, trahissant une panique naissante. Il cherchait un ennemi identifiable, un rival qu'il pourrait combattre selon les règles qu'il connaissait. Il regardait autour de la table, essayant de déceler une trahison. Il ne regardait toujours pas Hélène, considérant comme un simple pion dans un jeu qui la dépassait. C'est alors que Maître Lefebvre fit un signe de tête discret aux 2 administrateurs qu'Arthur prévoyait de renvoyer. Le piège, patiemment tissé dans l'ombre, était sur le point de se refermer sur sa proie, qui se débattait encore dans les derniers lambeaux de son illusion de contrôle. La partie d'échecs touchait à sa fin, et le roi arrogant était sur le point de se découvrir en échec et mat. L'un des 2 administrateurs, un homme âgé à la réputation d'intégrité sans faille, prit la parole. Sa voix était grave et posée. « Arthur, nous avons servi cette entreprise depuis sa création. Nous avons assisté, impuissants, à votre dérive, à votre gestion par l'ego plutôt que par la raison. » Il marqua une pause, puis lâcha la bombe avec une simplicité dévastatrice. « C'est pourquoi, il y a 10 minutes à peine, mon collègue et moi-même avons finalisé la cession de l'intégralité de nos parts à Phoenix Capital. » Son collègue hocha la tête en signe de confirmation, soit 7% supplémentaires. Le calcul était simple, brutal et définitif. 44 plus 7, 51. La majorité absolue. Le contrôle total. L'air sembla se vider de la pièce. Arthur resta bouche bée, son visage passant de la colère à l'incrédulité la plus totale. Il regarda les 2 hommes, puis son avocat, puis de nouveau les 2 hommes, comme s'il ne pouvait pas comprendre la séquence des événements. Le pouvoir venait de lui glisser entre les doigts, non pas lors d'une bataille boursière spectaculaire, mais dans le silence feutré de cette salle, par la simple signature de 2 hommes qu'il avait méprisés. Maître Lefebvre referma le dossier avec un bruit sec. Il se tourna alors vers Hélène, qui n'avait toujours pas bougé, et lui adressa un signe de tête respectueux. Puis, s'adressant à l'assemblée médusée, il déclara d'une voix forte et claire. « Messieurs, permettez-moi de vous présenter la présidente, fondatrice et unique propriétaire de la société d'investissement Phoenix Capital. » Il fit un geste ample de la main en direction d'Hélène. Madame Hélène de Varenne. Il avait utilisé son nom de jeune fille, effaçant d'un seul coup 20 ans de mariage et de soumission. L'impact de cette révélation fut cataclysmique. Le visage d'Arthur se décomposa. La couleur quitta ses joues, le laissant d'une pâleur cireuse. Ses yeux, écarquillés, fixaient Hélène comme s'il la voyait pour la première fois. Ce n'était plus sa femme, l'accessoire docile, la gardienne du foyer. C'était une puissance financière, une stratège implacable qui l'avait dépossédée de son propre empire sous son nez. Tous les regards dans la pièce convergèrent vers elle, non plus avec pitié, mais avec un mélange de stupeur, de crainte et d'admiration. La femme invisible était devenue le centre absolu du pouvoir. C'est à ce moment précis qu'Hélène prit enfin la parole.
Sa voix n'était pas forte, mais elle tranchait le silence comme une lame de rasoir. Elle ne quitta pas Arthur des yeux. « Tu avais raison, mon cher, » dit-elle calmement. Chaque mot pesait, chaque syllabe un coup de poignard. Ma robe était simple. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. Vois-tu, pendant que tu dépensais ton argent pour des voitures criardes et des maîtresses interchangeables, j'ai préféré économiser. J'économisais pour quelque chose de plus grand. Un sourire presque imperceptible flotta sur ses lèvres. Tu m'as appris une leçon ce soir-là, au gala. Tu m'as appris que l'apparence est tout. Mais tu as commis une erreur. L'apparence n'est rien sans la substance. Et aujourd'hui, cette entreprise va retrouver la substance qu'elle a perdue. Ces paroles n'étaient pas seulement une vengeance personnelle, elles étaient une déclaration de principe, le manifeste d'un nouveau règne. Le conseil d'administration, y compris les anciens alliés d'Arthur, l'écoutait avec une attention religieuse. Ils ne voyaient plus une épouse humiliée, mais une leader. La chute fut aussi rapide que brutale. En sa qualité de nouvel actionnaire majoritaire, Hélène, par la voix de Maître Lefebvre, proposait une seule résolution à l'ordre du jour, la révocation immédiate d'Arthur de ses fonctions de président-directeur général. Le vote fut une pure formalité, unanime. Un par un, les membres du conseil levèrent la main, scellant son destin. Arthur resta assis, catatonique, incapable de prononcer un mot. Il regardait sa vie, son œuvre, son identité, se dissoudre devant lui. L'homme qui se croyait un roi était nu, dépouillé de sa couronne, de son sceptre et de son royaume, par la femme qu'il avait jugée indigne de porter une belle robe. Hélène se leva, son collier scintillant comme une armure. Elle ne lui accorda pas un dernier regard. Elle se dirigea vers la tête de la table, sa place légitime, et s'assit dans le fauteuil encore chaud de son mari déchu. Son règne ne commençait pas par un cri de victoire, mais par un silence empreint de pouvoir. La fortune avait cessé de crier, elle avait commencé à murmurer, et sa voix était désormais la seule que l'on entendrait. Le silence qui s'abattit sur la salle du conseil était plus assourdissant que n'importe quel cri. Arthur, figé sur sa chaise, était devenu une statue de cire. Son visage, autrefois arrogant, s'était effondré en un masque de pure incrédulité. Les membres du conseil, qui quelques minutes plus tôt le craignaient ou le flattaient, détournaient maintenant le regard, une gêne palpable flottant dans l'air. Hélène, de sa nouvelle place à la tête de la table, ne lui accorda pas la satisfaction d'un regard triomphant. Elle se tourna vers le directeur financier, l'homme qu'il avait si souvent ignoré, et, d'une voix calme, demanda un rapport complet sur les engagements financiers à risque pris au cours du dernier trimestre. C'était un acte de pouvoir immédiat, une démonstration qu'elle n'était pas là pour savourer une vengeance, mais pour travailler. L'humiliation d'Arthur fut totale lorsque deux agents de la sécurité, appelés discrètement par Maître Lefebvre, entrèrent dans la pièce et se postèrent de chaque côté de lui. Sans un mot, ils l'invitèrent à se lever. Il quitta la salle qu'il avait fait construire à sa gloire, comme un criminel, ses pas résonnant sur le marbre, chaque écho sonnant le glas de son règne. La dernière image que virent les administrateurs fut celle de son dos courbé, l'ombre d'un homme qui venait de tout perdre. La nouvelle de la prise de contrôle d'Innovatech par une actionnaire mystérieuse, Hélène de Varenne, se propagea à la vitesse de l'éclair. Les titres des journaux financiers, du Figaro Économie aux Échos, étaient impitoyables. Le titan de la tech détrôné par son épouse, la revanche silencieuse qui a secoué la défense. Son nom, Arthur, autrefois synonyme de succès et de pouvoir, devint instantanément une fable édifiante sur l'arrogance et la chute. Ses amis cessèrent de répondre à ses appels. Les invitations au dîner et au week-end à Deauville se tarirent. Le monde qu'il avait bâti sur l'image et les relations superficielles s'écroula comme un château de cartes. Ambre, sa maîtresse, fut la première à l'abandonner. En apprenant la nouvelle, elle vida leur nouveau triplex de ses affaires en moins d'une heure, lui laissant un simple mot sur la table de la cuisine. « J'ai toujours préféré les gagnants ». Bérénice et les autres harpies mondaines qui s'étaient délectées de l'humiliation d'Hélène cherchaient désormais désespérément à obtenir une invitation à ces nouveaux événements. Arthur était devenu un paria, un fantôme errant dans les ruines de sa propre légende, découvrant la vérité la plus cruelle de son univers. Sans son argent et son statut, il n'était plus personne. La spoliation ne fut pas seulement symbolique, elle fut matérielle et brutale. L'audit financier, mené avec une rigueur implacable par l'équipe d'Hélène, révéla des années de gestion imprudente et d'abus de biens sociaux. Les voitures de sport, le jet privé, les comptes de dépenses exorbitants, tout fut saisi. Il fut contraint de quitter le penthouse, qui, comme le découvrirent ses avocats médisés, n'avait jamais fait partie des biens de la communauté, mais appartenait en propre à Hélène, un détail de l'héritage de son père qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier. On le vit un après-midi, seul, transportant une unique valise hors du hall de l'immeuble, sous le regard indifférent du portier qui, une semaine plus tôt, se serait précipité pour lui ouvrir la porte. La famille d'Arthur, qui avait profité de sa générosité et participé à l'humiliation d'Hélène, lui tourna le dos, sa mère lui reprochant d'avoir tout gâché par son orgueil. Dépouillé de sa fortune, de son pouvoir et de sa famille, il se retrouva dans un petit appartement de location, entouré de murs nus, avec pour seule compagnie le silence assourdissant de son échec. Il avait passé sa vie à accumuler des choses pour prouver sa valeur, et il découvrait maintenant qu'il n'avait rien construit de solide. Pendant ce temps, Hélène ne perdait pas une seconde à regarder en arrière. Elle s'immergea dans son nouveau rôle avec une compétence et une vision qui stupéfièrent même ses alliés.
Sa première décision en tant que présidente fut d'annuler les projets pharaoniques et tape à l'œil d'Arthur pour réinvestir massivement dans la recherche et le développement, ainsi que dans l'amélioration des conditions de travail des salariés. Elle rencontra personnellement chaque chef de département, non pas pour donner des ordres, mais pour écouter et comprendre. Son style de management, basé sur la collaboration et le respect, était l'antithèse absolue de la tyrannie d'Arthur. Elle changea le nom de l'entreprise, abandonnant le prétentieux Innovatech pour Varens et Associés, un hommage à l'héritage de son père et un signal clair d'un retour aux valeurs de substance et de durabilité. Loin de s'effondrer, l'entreprise, sous sa direction, gagna la confiance des marchés. Les employés, libérés de la culture de la peur, se montraient plus créatifs et loyaux que jamais. Hélène ne se contentait pas de diriger une entreprise, elle la guérissait, insufflant une âme dans une coquille qui n'avait été que le miroir de l'ego d'un seul homme. Sa libération professionnelle s'accompagna d'une renaissance personnelle profonde. Le divorce fut prononcé rapidement, Hélène renonçant généreusement à toute pension, un geste d'une ironie cinglante qui ne fut perdu pour personne. Elle vendit au penthouse froid et impersonnel pour acquérir un magnifique hôtel particulier dans le Marais, avec une cour pavée et un jardin sucré, un lieu qui respirait l'histoire et la sérénité. Elle y installa ses livres, les œuvres d'art qu'elle aimait vraiment, et recommençait à recevoir ses amis, les vrais, ceux qu'il avait connus avant Arthur. La blessure de l'invisibilité s'était refermée. Elle n'était plus définie par son mari, mais par elle-même. Son nom, Hélène de Varenne, était désormais prononcé avec respect dans les cercles financiers et artistiques. Elle était devenue une mécène influente, soutenant de jeunes artistes et des projets culturels audacieux. La femme que son mari avait jugée simple et provinciale se révélait être une figure d'une sophistication et d'une culture bien supérieure à tout ce qu'il avait jamais pu comprendre. Elle n'avait pas seulement gagné une guerre, elle avait retrouvé la paix, une paix construite sur ses propres termes dans une vie qui lui ressemblait enfin. Quelques mois plus tard, une soirée était organisée au musée d'art contemporain, le théâtre de son humiliation passée. Hélène n'était pas une simple invitée, elle était l'invitée d'honneur, la grande mécène de la nouvelle exposition. Elle portait une robe d'une simplicité exquise, d'une couleur bleu nuit qui rappelait les saphirs de son héritage. Autour de son cou, pas de collier spectaculaire, juste un frein pendentif en diamant, discret et élégant. Alors qu'elle discutait avec le ministre de la Culture, son regard croisa son propre reflet dans la vitre protégeant une sculpture. Elle vit une femme sereine, dont le pouvoir ne résidait pas dans ce qu'elle portait, mais dans ce qu'elle était. Elle avait appris que la plus grande des richesses n'est pas celle qui s'expose, mais celle qui permet d'être libre. Arthur, lui, avait voulu un trophée à exhiber, une toile vierge pour peindre sa propre gloire. Il avait jugé le cadre sans jamais voir le chef-d'œuvre. Et il avait appris bien trop tard que lorsqu'on sous-estime la substance au profit de l'apparence, on finit par se retrouver seul, avec rien d'autre que le reflet vide de sa propre vanité. La justice n'avait pas été bruyante, elle avait été silencieuse, élégante et absolue.